Bienvenue sur le podcast Enseiez-vous. Découvrez le parcours et les conseils de Lucas Saban, Ensei Alumni Promotion 2023, qui avait intégré notre école d'ingénieurs après une prépa PSI. Aujourd'hui country researcher chez QRT, il a accepté de parler de ses premiers pas en tant que jeune diplômé intéressé par l'environnement de la recherche avec Samuel Norsa, élève ingénieur en première année admis après une prépa ECG, et Léa Joly, élève ingénieur en césure qui avait intégré l'Ensei Paris après une prépa PSI. Bonne écoute. Merci de m'accueillir ici, c'est un plaisir de partager ce que j'ai fait avant, là où j'en suis, et de voir comment je peux aider les prochaines générations. Donc moi, je suis originaire de Charente-Maritime à la base. J'ai fait sport-études avant de rentrer en prépa. J'ai eu un bac S que j'ai fait à Montaigne, à Talence. J'ai fait ensuite prépa à Montaigne. J'ai ensuite intégré l'ENSEE après avoir fait 5 demi. Donc je suis rentré à l'ENSEE donc dans la voie 1A mathématiques. Ce après quoi j'ai fait ma 2A normalement. J'ai pas fait de césure, je suis parti directement en 3A où j'ai fait la voie DSSA en parallèle du MVA. Pendant ma troisième année de stage, j'étais aussi assistant de recherche au CREST. Voilà, c'était assez cool. Et bon, après, j'imagine qu'on parlera un peu plus en détail de certains points. Et maintenant, je suis donc compte researcher à QRT. Très bien. Et aujourd'hui, quel est ton métier? En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien? Ouais. Alors aujourd'hui, je suis compte researcher, chercheur quantitatif en français. Ça consiste à l'aide de tout le bagage qu'on a à l'ENSEE, donc mathématiques, économiques, macroéconomiques même, de construire des indicateurs, des stratégies qui permettent d'investir donc, sur les marchés, sur tous les types d'actifs, que ce soit les actions, la dette d'État, tout un tas d'actifs financiers. Et le but, évidemment, c'est d'essayer de les prédire au mieux. Donc au jour le jour, à quoi ça ressemble? On a accès à tout un tas de données, on a tout un tas de techniques, notre bagage technique à nous, avec lequel on se sert pour inclure nos modèles dans les pipelines qui existent déjà au sein de l'entreprise. Donc c'est très responsabilisant puisqu'on a directement accès à beaucoup de données, à beaucoup de risques sur les marchés. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression que l'ENSAE est vraiment une bonne école pour faire ça parce que tout ce qu'on a appris un peu converge vers ce que je fais au jour le jour. Au jour le jour, il y a beaucoup de code, beaucoup de code. Mais il y a aussi une bonne partie mathématique. Ça arrive aussi qu'on passe des journées à poser des choses au tableau. Donc cette partie NSA est aussi représentée. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien, dans ton métier? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on nous donne rapidement des responsabilités. Et donc, on a un peu cette indépendance d'avoir une idée, de vouloir l'appliquer, de vouloir la tester. Et si tous les feux sont verts, on va pouvoir directement la tester très rapidement. Donc on est très indépendant dans ce qu'on fait, on peut chercher dans les directions qu'on veut, on a des grandes lignes, mais on est libre de la méthode et de la façon de le faire. Et ça, j'aime beaucoup, ouais. Le fait de se dire ah, j'ai trouvé un truc, je peux l'essayer, et les gens sont plutôt d'accord. D'accord. Très bien. Donc, on sait que l'ENSEE, c'est une école qui est tournée vers la finance. Est-ce que pour autant, grâce à l'ENSEE, tu avais déjà entendu parler de ce métier? Pas vraiment. Comment je suis arrivé à ce métier? C'était un peu par hasard, puisque à la base, justement, j'avais fait un stage de recherche en 2A au CREST, qui avait continué en assistant de recherche. Mon but, c'était de faire une thèse derrière. Sauf que je voulais faire une thèse dans un cadre où je sais où je pourrais être tranquille, soit financièrement, que ce soit professionnellement après. Donc, je voulais faire une thèse CIF, donc directement dans une entreprise. Et donc, quand j'ai commencé à chercher les entreprises qui font ça, je me suis vite retrouvé à postuler à QRT. Et c'est une des premières entreprises qui m'a donné le feu vert. Bon, là, actuellement, du coup, je suis pas dans un processus de CIF, j'ai continué en CDI. Mais c'est le fait de vouloir faire ça, de vouloir faire de la recherche quand même assez avancée en mathématiques qui m'a poussé à aller vers ce type de métier. Ok. Et non, je ne connaissais pas. Et pour le coup, c'est même pas la branche finance qui me sert le plus, pour laquelle j'ai été recruté. C'est plutôt la branche vraiment mathématiques, modélisation, statistiques, etc. Ok, parce que j'allais te poser la question. On sait qu'il y a d'autres types de comptes. Il y a aussi les comptes traders, par exemple, ou juste les comptes analystes. Voilà, on se Ouais. disait que peut-être c'était des voies qui étaient plus poussées à l'ENSEE. Ouais, non, la voie recherche, elle est vraiment. Enfin, je trouve qu'elle me convient beaucoup, puisqu'on a on reste dans la recherche, en fait. C'est pour ça qu'il y a des thésards avec nous, il y en a qui font des thèses. Ça, on est toujours dans le. Alors, on a une idée, on va voir si elle est vraie, on va chercher comment la prouver.
etc. Donc non, c'est pas directement via la voie finance. D'accord. Et du coup, tes collègues, avec les personnes avec qui tu travailles, c'est un peu le même profil, école d'ingénieur, ou est-ce qu'il y a également, je sais pas, quelque chose de plus spécifique? Ouais. Alors en tant que quant researcher, il y a beaucoup d'écoles d'ingé puisque ça reste quand même assez technique, très mathématique. Il y a une bonne partie d'Einstein d'ailleurs maintenant, j'ai pas mal de collègues, de plus en plus. Sinon, c'est oui, beaucoup d'élèves des écoles du plateau qui ont fait les options maths, finance, assez peu finance, plus maths en général quand même, et Mm. data science, etc. Et tout le monde a à peu près le même profil. Oui. Comme tu l'as dit, il y a des thésards qui sont avec vous. Est-ce que pour autant, c'est un métier auquel on accède seulement à la fin de ses études ou on peut déjà en avoir un avant-goût lors de stages, par exemple, ou dès la 3 à l'ENSAI? Non, bien sûr, on peut le faire en stage. Moi, c'était mon stage de fin d'études qui a débouché sur un CDI. Et parfois, ça arrive qu'on ait aussi des césuriers qui rentrent. Donc non, on peut directement le tester. Ce qui est un peu sensible dans cette industrie, c'est que la propriété intellectuelle est assez importante. Et le fait de former un stagiaire, si lui en donner une certaine part. Et donc, en général, on préfère pouvoir faire en sorte de le garder après pour capitaliser sur la formation qu'on lui a donnée. Donc, est-ce que tu dirais que le quant researcher, c'est un peu le endgame ou il y a encore d'autres perspectives d'évolution après? Je pense que ça dépend des personnes, parce que, on peut rester quant researcher pendant 20 ans et avoir toujours le même intitulé de poste, même si on va beaucoup plus loin dans ce qu'on fait. Mais pour certaines personnes, je pense notamment à un ami justement de l'NCA qui lui préférait avoir une approche un peu plus managériale et donc utiliser ce que lui il apprend maintenant pour pouvoir un peu guider après dans le futur. Donc non, il y a plusieurs. On peut aussi grandir d'un côté managérial. Après, c'est vrai que par rapport à d'autres types d'entreprises, il n'y a pas énormément d'échelons au sein du hedge fund. Ouais. Ok, donc en résumé, c'est quand même déjà un poste qui est avancé. On a beaucoup de choses à faire. C'est pas du tout C'est ça, la fin d'une route, quoi. Ok, exactement. ok. Et vraiment, comme tu l'as soulevé, voilà, c'est vrai que c'est assez proche des maths, proche de l'info aussi, j'imagine. Est-ce Ouais. que pour autant, il y a une répartition qui est très nette entre les hommes et les femmes dans ce secteur, puisqu'on sait que voilà, malheureusement, les STEM, c'est assez polarisé en termes de statistiques hommes-femmes. Est-ce que toi, tu ressens ça peut-être dans ce métier ou dans le hedge fund plus largement? Alors oui, en pratique, sur les métiers de construct researcher, c'est vrai que les femmes sont beaucoup moins représentées, comme on le voit en école d'ingénieur. Ce que j'aime et ce que j'attends un peu du point de vue de la finance quantitative, qui est du coup très compétitif, c'est que au niveau des recrutements, c'est vraiment un esprit, une personne, une compétence qu'on va venir chercher, plutôt que d'autres faits. Je n'ai pas d'autres échelons pour comparer, mais je sais que nous, en termes de recrutement, souvent, ce qui compte, c'est vraiment les performances, limite sur un hackathon, sur une chose comme ça. C'est très pragmatique comme approche. Donc j'espère qu'à terme, lorsque les filles seront plus représentées en postulant, en postulant, tu auras aussi beaucoup plus de filles qui seront prises. En l'occurrence, là, c'est vrai que c'est pas forcément le cas, mais c'est pas du tout fermé. Le contexte et les conditions de travail sont faites telles que ce soit pareil pour tout le monde. Juste, moi, je voulais rebondir sur donc, ce fonctionnement un peu de thème sur la recherche, qui est quelque chose quand même de très un peu solitaire. Et pourtant, tu dis que tu travailles en équipe. En termes du coup de soft skills, est-ce que tu en as quand même besoin tous les jours bah, pour travailler en équipe? Puisque tu développes des Ouais. modèles, est-ce que tu fais ça dans ton coin ou pas? Bah, on a une bonne partie du travail qui est quand même, oui, assez solitaire, où on travaille sur nos modèles. Mais un vrai sujet, c'est, voilà, on a trouvé quelque chose, on l'a démontré. Pour qu'il soit accepté, va falloir en discuter, il va falloir être le plus clair possible dans l'explication de ce qu'on a fait. Ce qui est assez dur, c'est que du coup, on fait des modèles qui sont quand même en général assez compliqués. Et donc, d'écrire le tout le plus simplement possible pour qu'on puisse les faire valider, c'est là que l'enjeu un peu soft skills intervient. C'est comment expliquer qu'on a trouvé en des mots faciles. Il y a aussi cet enjeu en finance et en data science, c'est que la moitié des mots sont en anglais, la moitié des termes qu'on utilise, et alors qu'on parle soit en français, soit en anglais. Et oui, c'est pas évident d'être clair, de se mettre d'accord sur un vocabulaire commun. Et ouais, il y a une bonne partie à faire dessus. Ouais. Donc, c'est de la présentation, des slides. Parce que du coup, comme tu disais, vous êtes dans un environnement où vous êtes tous ingénieurs, donc tu t'adresses quand même à un public un peu expert.
ça rend la chose quand même plus facile Oui, à- oui, c'est vrai. pour se faire comprendre. Mais, par exemple, les équipes managériales avec qui on fait valider ces modèles le font aussi. Elles sont très, 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 très fortes sur ça. Mais peut-être moins en pointe que nous, justement. C'est là où nous, on a notre. Ce qu'on apporte, nous, c'est vraiment la pointe. Et sur la pointe, il faut quand même encore un peu pas vulgariser, puisqu'on parle quand même à des experts aussi. Mais par la part des choses. Ouais. Est-ce qu'il y a des qualités, des compétences qui font un bon country researcher? Alors, soit que toi, tu perçois comme nécessaire lorsqu'on veut postuler à ce job, ou alors même qui t'ont, toi, servi pour arriver à tes fins. Je pense qu'il y a un trait assez commun, notamment parmi les gens de mon équipe. C'est tous des gens qui sont, on va dire, qui sont un peu passionnés par ce qu'ils font, dans le sens où voilà, ils ont un problème en tête, ils n'arrivent pas à résoudre le problème, ils peuvent passer des heures sans s'arrêter tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Il y a ce côté un peu nerd où du coup, tant qu'ils n'ont pas compris, tant qu'ils sont pas suffisamment rigoureux avec eux-mêmes et qu'ils n'ont pas le fond de leur pensée, ils peuvent un peu s'acharner. Ils peuvent un peu s'acharner. Et ce côté-là, je pense qu'on peut aussi le développer en école, où ça, enfin, ce qui reviendrait du coup à aller chercher des hackathons, aller chercher des trucs supplémentaires, puisque bah, là, on a un certain niveau, tout le monde est très très fort, mais ça suffit pas. Il faut être plus fort que les autres d'une certaine manière. Donc, il faut aller chercher le cours de plus, la connaissance de plus, la technique de plus. Et ça, c'est un peu ce côté un peu dépassement de ce qu'on sait déjà. Ouais, on le retrouve beaucoup dans l'équipe. Ouais. Je pense que c'est un peu ça qui peut faire une force pour un candidat. Bah, mine de rien, on sort d'une grande école, il y a beaucoup de grandes écoles, on sort tous sur on a tous des CV bah, souvent qui sont assez similaires. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est la touche de plus. Donc voilà, il a été chercher des hackathons, il a fait des formations, il a fait plus que ce qu'on lui a demandé et ça se ressent. Et c'est même, je pense, qu'il sert à répondre en entretien, puisque quand la personne qui va vous interviewer va poser de plus en plus de questions, le but c'est d'aller le plus loin possible. Bah oui, si vous avez, entre guillemets, travaillé la chose, que vous avez été plus loin un peu par passion parce que ça vous intéresse, bah vous aurez toujours la réponse à la question d'après. Il y a un peu ce côté passion, un Ok, peu donc nerd. Ouais. curiosité, quoi. Curiosité, Ouais. résilience. Et d'ailleurs, en parlant des process de recrutement, est-ce qu'ils t'ont paru longs, compliqués? Tu as eu affaire à quel type d'épreuve, si tu Ouais. peux en parler? En termes d'entretien, j'en ai eu 6. Donc principalement des entretiens techniques avec différentes équipes. Euh, mm, voilà, c'était des entretiens assez variés, donc du code, de la mise en situation, des problèmes mathématiques, parfois même des questions juste de bon sens pour un peu voir comment la personne réfléchit. Euh, voilà, bah, avec ce que j'avais appris à l'NSAE, ça m'a suffi pour m'en sortir. Il y a jamais eu. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas eu de brain teaser, par exemple, des questions. C'est pas ma hantise, mais je trouve que ça sert un peu à rien et c'est un peu dommage, ça peut juste bloquer un entretien. Ça, il y en avait pas, c'était beaucoup plus pragmatique. C'était, bon, bah voilà, on te donne ça, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu en penses. Et c'est assez compréhensif, et puis même en termes de fit, ça s'est très bien passé. Donc les personnes étaient plutôt bienveillantes et gentilles. Donc, alors, si l'entretien, moi, c'était un peu long par rapport, j'imagine, à d'autres process, mais qui se passe assez bien. Moi, je les avais passés un peu en accéléré, puisque j'avais une offre dans une autre entreprise. Mais en général, c'est quelque chose qui prend peut-être un mois au total, 2 semaines, un mois. Ça dépend un peu des périodes. Ok, parce que je l'ai posé la question pour les brain teasers, justement, c'était une des suites. Parce que là, à l'ENSA, ils ont reçu 101 Whisky Bank de Gilles Pagès. Donc, il a été pris d'assaut un peu. Ouais. Donc, ça, c'est pas spécialement sujet à tomber aux entretiens de QRT, par exemple. Bah, ça peut, malheureusement, ça dépend énormément des équipes, mais moins que. Enfin, c'est pas systématique en tout cas. C'est pas parce que vous pourrez pas répondre à la question sur comment compter le nombre de personnes, sachant qu'il fait 10 degrés. Enfin, il y a pas ce genre de question, a priori. Ok, très bien. Merci beaucoup. Et toujours sur le sujet des entretiens, est-ce que tu as eu à en passer entre ta période de fin de stage et la période où tu allais rentrer en contrat à durée indéterminée? Non, non, j'en ai pas passé, puisque l'offre est arrivée assez tôt. Elle est arrivée bah, quasiment bah, il y a presque un an, donc en juillet, fin juillet. Donc il restait encore 3-4 mois de stage. Donc la question se posait pour moi, la question se posait même pas encore. Donc j'étais bien, tout allait bien. J'avais pas vraiment de raison d'aller ailleurs. J'étais satisfait des salaires et tout ça. Donc, D'accord.
Et est-ce que du coup, ça me fait penser la transition entre le monde de l'école où effectivement tu vas du coup partir à Caton et même ta recherche, donc tu as été habitué à mener ce genre de projet. Mais je suppose que du coup, la dynamique avec les personnes change totalement entre le milieu de l'école et l'entreprise. Comment est-ce que s'est passé l'adaptation finalement aux jeunes diplômés? Bah, ça se fait, je pense que ça se fait assez bien, euh, dans le sens où bah, le job que j'occupe, il est quand même très proche de, bah, voilà, comme tu dis, de ce que je faisais déjà. Peut-être une des choses les plus dures, c'est le public avec lequel on travaille. Parce que autant à l'école, on travaille souvent avec ses camarades qui sont du coup en général bah, de notre niveau ou enfin, de notre promotion. Alors que là, quand on arrive, justement, on est le petit jeune, on est le petit nouveau et on parle déjà à un public qui est déjà. Enfin, nos collègues sont déjà tous experts, quoi, ils ont déjà de l'expérience. Donc, ça fait un peu recommencer à zéro, comme quand on arrive en première année de prépa, première année d'école. Il y a un peu cette sensation, mais ça se fait très bien à partir du moment où les équipes d'accueil sont bienveillantes, ça se passe assez bien. Et surtout, ça donne encore un nouvel objectif d'une certaine manière. Vu qu'on voit à quel point on peut être fort, ça donne envie encore de pousser et d'atteindre le même niveau. D'accord. Et est-ce que du coup, typiquement, ton expérience de président BDE t'aide dans ce truc de dialogue avec la hiérarchie ou Ouais, je l'administration? pense, bah, pour le côté un peu présenter un plan, là où je pense que le côté P2 m'aide le plus, c'est plutôt au jour le jour sur la planification. Parce que du coup, c'est de la recherche, donc on a envie de chercher dans toutes les directions, on a envie de faire un peu dans tous les sens. Mais c'est bien de pouvoir se calibrer, de pouvoir suivre bah, une ligne directrice. Et ça, au B2, on l'a un peu appris, parce qu'on a forcément envie de faire un milliard d'activités, un milliard de trucs. Mais le temps, c'est la seule ressource qui est limitée. Donc, il faut réussir un peu à ordonner ce qu'on veut faire en premier, ainsi de suite. D'accord. Donc, ouais, là, c'est là que ça se sert plutôt. Comme tu l'as dit, c'est un métier qui est aussi fondé sur la recherche. Donc, on imagine que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de nouveaux résultats qui peuvent tomber. Est-ce que toi, tu as entre guillemets, un carnet de voyage que tu tiens pour rester à jour constamment sur les différents sujets, comment est-ce qu'ils évoluent, etc. Ah oui, pour le coup, on n'a vraiment pas le choix, puisque comme je disais, faut toujours être un peu plus fort que les autres. Donc, si on n'est pas déjà sur la vague, on est déjà en retard. Donc, oui, on se tient, on a pas mal de formations internes, on se met à jour sur les derniers trucs. Il y a pas mal de. Chacun, on a un peu nos techniques. Moi, je lis pas mal de presse, ouais, des articles qui passent, des articles spécialisés. On suit, on regarde les papiers de recherche qui sortent, ce qui est un peu trendy. C'est un peu honteux, mais sur LinkedIn, mine de rien, les gens qui postent en boucle, on voit souvent ça donne des pistes de recherche, parce que souvent, ils publient les derniers papiers. Donc ouais, on est forcément tenu d'être à jour. Euh, Après, le cœur pour l'instant je veux dire, de ce qu'on utilise vraiment tous les jours. euh, En fait, le plus dur, c'est de faire la part des choses entre ce qui est nouveau FNC et ce qui est ancien et solide. Donc c'est un peu cet arbitrage plutôt à prendre en compte. Mais oui, on regarde toujours le côté qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est fancy. Merci d'avoir écouté cette première partie de l'interview de Lucas Saban, Quant Researcher chez QRT. La suite dans le prochain épisode du podcast Enseiez-vous. À bientôt!